L'émission Univers des livres de ce jour, 12 avril, consacre exclusivement son espace, son attention à un livre qui nous plonge dans l'univers culturel, artistique et spirituel de l'Afrique à travers ses traditions, ses objets d'art et de pouvoir. Pour l'occasion, nous allons nous entretenir avec l'auteur du jour, le prince Kouma Ndoumbe III, professeur émérite des universités, successeur héritier légitime du trône de son grand-père Kouma Mbappé Bel, alias Lok Priso. Avec lui et le temps de cette émission radiophonique, nous allons décortiquer la substance de son ouvrage intitulé « Restituer à l'Afrique ses objets de pouvoir, de culte et d'art » paru aux éditions Afrique Avenir en 2024. Un ouvrage qui se lit comme un roman policier et qui enquête véritablement sur les objets d'art africains volés en général et camerounais en particulier. Un objet dans son ouvrage retient notre attention. Il s'agit du Tangué de Lok Priso Bel, séquestré et spolié au musée ethnographique de Munich depuis 135 ans. Vous êtes sur la 96.9, la Radio Veritas, et vous suivez votre émission Univers des livres, un programme littéraire des éditions Veritas sous la supervision de l'abbé Willy Bertrand Charles Chamgué. La mise en onde est assurée par Benga Boris. Au micro pour la présentation, je suis Arnaud Bamongam, une nouvelle voix qui se pose pour cette émission. Auditeurs, pénétrons ensemble l'univers des livres. Vous suivez l'univers des livres qui a la chance d'accueillir le professeur Kouma Ndoumbe III qui, via son livre, essaye de nous rattacher à notre culture, de reconstituer l'histoire africaine écrite selon la pensée occidentale. Il se place dans un processus de déconstruction, de subversion de ce que l'on peut qualifier de prétentions eurocentristes. Professeur, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la Radio Veritas. Merci, Omjita. Vous êtes le fondateur d'Afrique Avenir et une figure connue et reconnue dans le paysage littéraire camerounais depuis l'ère d'Aïdjo jusqu'à l'ère du président actuel. Parlez-nous un peu de ce parcours d'universitaire, d'écrivain
et de promoteur culturel aujourd'hui, notamment avec Afrique à venir et ses différentes ramifications. Ambo akalambula bosoka kolongone msangombe na binyo sunbe wengi ba jita nune tengende nune ubina sete wando ben lambo domande suamu ndi bila be butiaso de ne kamyola butiano bila umboanyu ni kanibane peba mumbwa no mnyo ba swane no myomboa sun amboa Louis Sambwe lemboa bambambe Sangombe Nabillon. Alors, je suis à Douala, vous m'interrogez en français. Bon, pour être poli, je vous réponds en français. D'accord, professeur. Mais il faut que les choses évoluent dans nos pays africains. C'est de ça On qu'il ne s'agit. peut pas continuer jusqu'en 2024 à privilégier la langue de l'autre pendant que tes propres enfants ne parlent même plus ta langue, ne comprennent même plus ta langue. C'est-à-dire qu'ils n'ont même plus la clé pour découvrir tout ce qu'il y a comme héritage millénaire que les parents, les ancêtres ont laissé. Bon, mais j'espère que nous ne parlons pas pour rien et que ceux qui ont le pouvoir des décrets comprendront. Parce que nous n'avons tous ensemble que ce seul pays, ce seul continent. Alors, votre question est très large. Depuis Ahidjo jusqu'à aujourd'hui, c'est un long parcours. Eh bien, vous savez, moi j'ai commencé à écrire, disons que les livres qui ont pu, parce que vous écrivez parfois, vous perdez les manuscrits. Mais les livres qui ont pu rester, c'est par exemple ce livre-ci, Das Deutsche Kaiserreich in Cameroun. Le Reich allemand au Cameroun. C'est un livre que j'ai écrit en 1970. Et en même temps, comme c'est un livre scientifique, j'ai écrit une pièce de théâtre, Ach Cameroun, unsere alte deutsche Kolonie. Une pièce de théâtre pour montrer, et ça aussi j'ai écrit ça en 1970. Wow. Mais mon premier livre en allemand que j'ai écrit, c'était Lumumba der Zweite. Lumumba 2, c'était en 1968. Donc, le parcours d'écrivain et d'auteur, c'est un parcours qui a commencé dans ces années-là. Et j'ai commencé à publier aux éditions Oswald à Paris en 1973. C'était là mes premières pièces de théâtre. Et de 73 à 76, j'ai publié à l'époque 5 pièces de théâtre à Paris, aux éditions Oswald. Donc vous voyez, j'écris en allemand. Pourquoi? J'écris en allemand parce que j'ai été scolarisé à Munich. À l'âge de 15 ans, on m'a envoyé, mes parents m'ont envoyé à Munich, dans une famille allemande, la famille Eberle. Et j'ai fait mon bac, tout mon parcours, pendant 6 ans. J'ai fait le lycée, mon lycée en Allemagne, en langue allemande. Donc, quand j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à écrire en allemand. J'ai publié 13 livres en langue allemande, des livres littéraires, mais aussi des livres scientifiques. Bon, c'est après que je suis allé en France, parce que je voulais quand même maîtriser aussi le français. Hein, et donc, je suis allé à Lyon, à l'université de Lyon, où j'ai donc fait toutes mes études supérieures. Vous avez même enseigné là-bas? Oui, j'ai enseigné parce que j'ai eu la grâce divine d'être le major de ma promotion à l'université de Lyon. Et c'est-à-dire que moi, j'ai fait mon mémoire de maîtrise, ce qu'on appelait la maîtrise à l'époque, en 3 ans. C'est-à-dire que j'ai fait la licence et la maîtrise en même temps, avec c'est-à-dire une permission spéciale du ministre de l'enseignement supérieur. Parce que sinon, vous ne pouvez pas... Sinon, ce n'était pas possible. Oui. Donc, quand j'ai fait mon doctorat, quand il y a eu délibération, j'ai fait ma thèse sur Hitler et l'Afrique.
Je voulais savoir si Hitler avait gagné la guerre, qu'est-ce qu'il aurait fait de l'Afrique. Alors, quand j'ai soutenu ma thèse, le jury s'est retiré. Et quand le jury s'est retiré, ils m'ont donné 2 doctorats le même jour. Wow. Un doctorat en études germaniques et un doctorat en histoire. Ça fait donc tout de suite, il y avait 24 candidatures pour avoir un poste qui s'était ouvert. J'étais le seul noir, mais c'est moi qui ai eu le poste pour enseigner à Lyon 2. Bon, donc c'est un peu un parcours atypique, mais je ne voulais pas rester en France. Et je me rappelle comment mon directeur, mon doyen entre dans mon bureau, je vois encore l'image aujourd'hui, il me dit, mais comment on t'a donné le poste d'un Français, dont ta carrière est tracée, prends la nationalité française. Moi, je lui ai dit, monsieur le doyen, c'est à 17 ans que j'ai déjà refusé la nationalité allemande. J'ai dit que avec tout ce que on m'a donné chez moi, je ne pouvais pas. Et vraiment, c'est très gentil ce que vous venez de dire, mais je ne peux pas prendre la nationalité française. Donc j'ai mon passeport ndolé, comme ma fille appelle ça, jusqu'aujourd'hui. Mais les gens croient que je suis allemand ou j'ai un passeport allemand ou français ou quoi. J'ai mon passeport camerounais et je ne m'en plains pas. Je sais que ce n'est pas facile, surtout pour les 12 autres qui devront beaucoup voyager, aller dans plusieurs pays, mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai que ce passeport-là. Donc, je publie dans plusieurs directions. Je publie en histoire, mais je publie aussi en sciences politiques, puisque après les doctorats d'histoire et d'études germaniques, je suis allé à l'université de Berlin et c'est là-bas que j'ai eu ce qu'on appelle une habilitation en sciences politiques. C'est-à-dire, si vous voulez devenir professeur de dernier niveau en Allemagne, vous devez d'abord faire ce qu'on appelle l'habilitation après le doctorat. Donc, mais au Cameroun, je ne suis pas tellement connu comme un professeur de sciences politiques parce qu'en réalité, je n'ai jamais enseigné les sciences politiques ici. J'ai enseigné les sciences politiques plutôt à l'université de Berlin. Bon, donc vous voyez, c'est un parcours un peu, comme je dis, atypique, mais j'ai eu la grâce divine qu'aujourd'hui, on peut voir plus de 80 livres que j'ai publiés. Wow. Et j'ai dit que comment est-ce que j'ai même pu faire ça avec mon petit corps-ci. Mais c'est la grâce divine et le soutien de mes pères et de mes mères dans tous ces combats, parce que ce sont des combats. Hein. Quand vous êtes africain et que vous regardez le monde, comment il fonctionne, soit vous vous conformez et puis on vous applaudit, soit vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, vous savez qu'il y a des combats à mener. Quand j'étais étudiant, on parlait, surtout en histoire et en études germaniques à l'université de Lyon, on parlait de ce que Hitler a fait aux Juifs. Et la Shoah, toutes ces choses absolument impossibles. Mais moi, j'étais le seul étudiant noir. Mais je me posais la question, mais si Hitler a fait ça aux Juifs, les Africains, qu'est-ce qu'il faisait aux Africains? Ou bien qu'est-ce qu'il avait comme intention? Les professeurs ne pouvaient pas me répondre. Au département d'études germaniques, chacun disait qu'il n'était pas compétent pour répondre. Bon, après, je suis allé donc en histoire. Le chef de département me dit que personne ne peut répondre, mais que lui, il accepte quand même d'être mon encadreur de thèse. Parce que je voulais savoir qu'est-ce que Hitler, dont tout le monde parle, qu'est-ce qu'il aurait fait aux Africains. Et c'est comme ça que j'ai fait ma thèse. C'est pour ça qu'ils m'ont donné 2 doctorats le même jour. Hein? Et il y a un livre quand même que j'ai publié à Paris en 1980 avec le titre « Hitler voulait l'Afrique. Les plans secrets pour une Afrique fasciste ». Donc, moi j'invite la jeune génération à ne pas être paresseuse. C'est-à-dire que quand vous voulez entrer dans la recherche fondamentale, accepter les sacrifices et accepter aussi les coûts. Parce que quand on m'a donné les 2 doctorats là, à Lyon, le journal Le Progrès m'a insulté, Le Progrès de Lyon.
Ils m'ont insulté. Il a fallu que le président de l'université fasse une mise au point dans le journal. Que c'est pas mérite. C'est pas mérite qu'on m'a donné les 2 doctorats le même jour. Donc, vous voyez, c'est-à-dire vous devez vous attendre à des combats, à des dénigrements. Ouais, parce que vous êtes noir et vous obtenez 2 doctorats le même jour. Le même jour, mais aussi, c'est grâce à ce travail que j'ai été coopté comme membre du comité international d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Je viens dans ce comité. Qui est-ce que je rencontre? Les grands résistants français, les généraux américains, les généraux russes qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale. Et moi, le petit Africain là, qui avait à peine 30 ans, je m'assois avec eux. Donc, là, c'était une acceptation. Mais les vrais combats vont venir après, quand j'ai fait mon habilitation pour scruter la politique allemande sur le continent africain. Attention, quand j'ai commencé à publier ça, les coups durs ont commencé. Hein, parce que quel est ce nègre-là? Il se prend pour qui? Pour venir scruter ce que nous on fait. Bon, donc ça c'était pour, disons, la démarche scientifique. Mais j'ai toujours essayé aussi de voir comment est-ce que je peux écrire de telle manière que un citoyen normal peut accéder, peut lire. Donc, il ne faut pas que l'écriture soit trop compliquée. Et c'est pour ça aussi donc, que j'ai écrit un roman, j'ai écrit des pièces de théâtre, etc., pour que les gens un peu aient accès à ces résultats scientifiques-là. Et vraiment, moi, je demande seulement à mes frères et sœurs du Cameroun que je suis Camerounais. Mais faites quand même un effort que des plus de 80 livres que j'ai publiés, que vous avez peut-être 2 ou 3 à la maison. Parce que, et quand je publie comme ça, moi je suis dans les conférences internationales, hein, c'est-à-dire que quand j'écris, il faut que je me rassure que personne ne peut mettre ça en question. Ouais. Voilà, parce que c'est... Bon, Dieu m'a aidé. Et je continue à écrire. Le dernier livre, c'est celui que vous avez retenu aujourd'hui. Restituer à l'Afrique ses objets de pouvoir, de culte et d'art. Parce que ce qui est faux, on dit que on nous a pris nos objets d'art, c'est du n'importe quoi. On nous a arraché nos objets de pouvoir, nos objets de culte. C'est ça qu'on a arraché. Bien sûr que ces objets, les objets de pouvoir et de culte, c'est fait de manière artistique. Mais eux, ils ont transformé ça en objet d'art. Exposé dans les musées, voilà. À l'étranger. Et c'est là où je dis que c'est pas seulement exposé dans... Les musées, là, c'est quoi? Ce sont des bunkers. Ce que je suis en train de dire là, il faut que les gens comprennent ça, c'est très important. Ce sont des bunkers. D'abord, quand les Européens sont venus ici, c'était l'armée. Les Camerounais ne savent pas que quand les Européens, les Allemands sont les premiers qui ont pris ce pays, il y avait la guerre pendant 32 ans sur l'ensemble du territoire du Cameroun. On n'apprend pas ça. On dit que le Cameroun est devenu allemand par le traité du 12 juillet 1884. Mais ça, c'est du n'importe quoi. Il y a eu les guerres de conquête du territoire pendant 32 ans. Alors, et c'est pendant ces guerres-là qu'ils prenaient tous ces objets, entre guillemets. Or, comme il fallait mettre ces objets quelque part, d'abord, il disait ici que c'était les choses de Satan, diaboliques. Oui, diabolique. Mais alors, je me demande, si c'était diabolique, pourquoi vous n'avez pas brûlé ça sur place? Pourquoi vous n'avez pas jeté ça à la mer? Or, systématiquement, ils recueillaient ça et ils envoyaient ça chez eux. Donc, vous venez chez nous là, on fait les choses diaboliques et vous prenez ça jusqu'au Vatican pour mettre ça là-bas, les trucs diaboliques chez vous. Or, quand vous allez donc plus loin dans les rapports que ces militaires ou ces prêtres ou pasteurs faisaient, en réalité, il s'agissait d'enlever aux Africains
leur référence profonde. Oui, l'identité. Plus leur énergie. Il fallait enlever aux Africains leur énergie et aller enfermer cette énergie dans ce qu'ils ont donc appelé des musées. Ces musées n'existaient pas avant la colonisation. C'est ça que les gens doivent savoir. Les musées ont été construits pendant ces campagnes militaires chez nous. C'est là où ils ont construit ces musées. Et je mets qui que ce soit au défi de me démontrer le contraire. Parce que j'ai publié un livre où j'ai marqué les dates où tous ces musées-là ethnographiques ont été construits. Donc vous voyez, on prend donc tout ça, on enferme dans les musées, et pour mon pays, le Cameroun, Bénédicte Savoie, avec son équipe, a publié dernièrement un gros livre où on a essayé de voir combien ils ont. C'est 40 000 objets camerounais qu'ils ont trouvés dans les musées publics, sans les musées privés. À travers le monde ou dans ces... Non, en Allemagne seulement. Maintenant, on a un catalogue où sont les objets camerounais de par le monde. De par le monde, c'est-à-dire jusqu'aux États-Unis. Et on voit que c'est essentiellement en Allemagne. Or, les Allemands n'ont fait que 32 ans ici, mais ils étaient les premiers. Et donc, ils ont fait ce travail de manière systématique de pillage. Bon, quand j'ai commencé à faire ce travail de revendication en Allemagne, c'était en 1998, que je suis allé à la télévision et j'ai dit, ça suffit. Vous avez pillé, vous avez fait la guerre à mon grand-père, Lok Priso, Kouma Mbappé, parce qu'il avait refusé de signer que le Cameroun doit devenir allemand, ou son territoire doit devenir allemand. Il a refusé. Oui, Bell, Akwa, Daido, ils ont signé. Mais lui, à Bonaberi, on appelait Bonaberi Hickory Town. Il a dit que lui ne signe pas, et c'est comme ça qu'il y a eu la première guerre avec les Allemands. Donc, en 98, je vais donc en Allemagne. Je suis en Allemagne parce que là, j'étais déjà professeur. Et je dis, rendez-moi le tanguay, la proue princière de mon grand-père que vous avez arraché à l'occasion de cette guerre. Qu'est-ce que le tanguay? Le tanguay, alors il y a plusieurs tanguays. Et c'est là aussi que les gens doivent comprendre. Ce que les gens connaissent aujourd'hui, c'est quand il y a la course des pirogues. Devant la course des pirogues, vous avez une espèce de sculpture devant qui dit, bon, ça ce sont les Daido, ça ce sont les Akwa, etc. C'est ça qu'on appelle le tanguay. Bon, mais ça c'est pour la course des pirogues. Vous aviez aussi des tanguays militaires. C'est-à-dire que quand, puisque à l'époque, la route c'était l'eau. C'était pas le goudron à l'époque, hein, au 19e siècle, 1800, etc. Donc, le tanguay militaire, c'est-à-dire que les grandes pirogues militaires avaient aussi leur tanguay. Mais les rois avaient aussi leur tanguay. Là, on sait que c'est tel roi qui est en train de passer. Donc, il y a toujours, donc, chez les peuples du littoral, vous avez toujours ça. Quand vous avez la pirogue, devant la pirogue dit qui est là, qui est dans cette pirogue-là. Ou bien, si c'est une pirogue militaire, ou alors maintenant, si c'est une pirogue de la communauté qui fait la course de pirogue. Bon, c'est ça que les gens aussi ne savent pas, ils confondent beaucoup. Ils croient que le tanguay, c'est seulement pour la course de pirogue, puisque aujourd'hui, ce n'est que ça qu'on connaît. Mais dans votre livre, on voit plusieurs tanguays qui sont représentés. Le tanguay du roi Lok Priso, celui que vous revendiquez, oui. Qui a été pillé depuis 1884, si je me rappelle, et que vous revendiquez aujourd'hui. Oui, oui, c'est pour ça que dans ce livre, j'ai essayé de mettre, on voit le tanguay de Lok Priso, et que, vous savez, il fallait faire la recherche, il fallait aller sur place. Mais c'était très difficile. L'accès était très difficile pour que on vous permette de voir quels sont les tanguays, enfin, quels sont les objets de pouvoir et de culte en général. Quels sont les objets qu'il y a même dans tel ou tel musée. C'est grâce à... C'est-à-dire que le déclic a été fait dernièrement quand le président Macron de France
est venu en Afrique, il a dit que non, cette histoire-là, il faut nommer une commission pour comprendre ce qui s'est passé. Alors, Bénédicte Savoy et Felwine Sarr, ces deux experts-là, quand ils ont été nommés et ils ont remis le rapport à Macron, Macron a donc fait une déclaration publique et ça, c'était comme un tremblement de terre dans toute l'Europe. Et c'est là qu'on a commencé à prendre ce problème au sérieux et à ouvrir l'accès aux dépôts. Et c'est ainsi que donc tout cette... Oh, il n'y a pas qu'un seul tanguay en Allemagne. C'est ça que les gens ici à Douala doivent comprendre parce qu'ils sont dans des luttes du village. Vous avez le tanguay, par exemple. Il y a au moins 2 tanguays que j'ai découverts à Munich. Mais il y a un tanguay à Berlin. Je reviens de Berlin là. Il y a le tanguay de Berlin, toujours de 1884. Ça appartient toujours au peuple camerounais? Absolument. Absolument. Et il y a d'autres tanguays dans d'autres musées. Donc c'est pour ça que les gens, moi je parle du tanguay de mon grand-père. Et ce matin, le grand journal de Berlin qu'on appelle Tagesspiegel vient de publier une interview de Bénédicte Savoy. Et qu'est-ce qui illustre c'est le tanguay? C'est le tanguay de Locke Priso. Voici ce qu'ils mettent sous le tanguay. Il y a la photo du tanguay, comme on n'est pas à la télévision ici. Mais c'est un article de ce matin que je viens de recevoir depuis Berlin. Schiffsschnabel des Douala Herrschers, Kumamba Belebador, den ein deutscher Regierungsbeamter während der Niederschlagung widerständiger Douala 1884 beanspruchte. Il dit tanguay de Kumamba Belebador. Ils écrivent même tout le nom. Que donc le consul allemand a arraché en 1884 parce que Kumamba Mbappé résistait. Je dis bien le journal d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quelle date? Le 12. Le 12 avril 2024. Ça, c'est le journal d'aujourd'hui, de ce matin à Berlin. C'est pour ça que je dis que les Camerounais doivent faire attention. Parce que le tanguay a déclenché maintenant une espèce de lutte ici. Parce que ceux qui ne veulent pas que je récupère le tanguay de mon grand-père, ont apporté l'argument au Ngondo que non, le tanguay de la communauté Bele-Bele. Donc on doit donner ça au chef Bele-Bele. Mais en gros, le fond du problème, c'est quoi? C'est que quand ce tanguay va revenir, enfin maintenant on sait que c'est Locke Priso, c'est-à-dire c'est la lignée de Locke Priso, de Kumamba Mbappé, qui est la lignée royale. Maintenant qu'on a donné, avec la politique d'aujourd'hui, de nomination des chefs, on a donné la chefferie à quelqu'un qui n'est pas de la lignée de Locke Priso. Quand cette histoire de tanguay donc va mettre les choses à nu. Et c'est bon, mais moi je dis que ça c'est les histoires du village. Moi je ne me place pas au niveau du village. Nous sommes en train de voir qu'est-ce qui est arrivé au peuple africain sur le continent. Et comment est-ce qu'on peut rendre au peuple africain ses forces fondamentales pour qu'il puisse, c'est-à-dire que s'affirmer dans ce 21e siècle. Mon problème n'est pas au niveau vraiment du village. Hein, mais pour qu'on se redresse, il faut aussi qu'on corrige les fautes qui sont commises depuis la colonisation et après la colonisation. Alors, en ce qui concerne même la nomination des chefs sur les différents trônes, vous avez été victime parce qu'il y a eu ce qu'on peut qualifier de bicéphalisme entre l'administration et le peuple qui vous a élu en tant que chef suprême des Bele-Bele, parce que l'administration camerounaise voulait imposer ou nommer un roi qui n'est pas élu par le peuple. Est-ce que des questions de nomination traditionnelle sont des questions sensibles? Est-ce que l'État a le droit de pouvoir s'ingérer dans ce problème-là pour imposer quelqu'un qui n'est pas du lien sur le trône d'un peuple? L'État camerounais existait. Quand nos royaumes étaient là, l'État camerounais existait. Il faut d'abord commencer à se poser cette question. C'est-à-dire que tu te mêles de ce qui ne te regarde pas.
Ça, c'est grave. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a désorienté les Africains, on a affaibli l'Afrique. Or, aujourd'hui, au XXIe siècle, l'Afrique est en train de revenir. Donc, il faut aussi assainir un certain nombre de choses. En 1884, l'État du Cameroun était là. Il existait. Quand Locke Priso disait que lui, il ne signe pas, pourquoi on lui demandait de signer? Parce qu'il était un signataire. Maintenant, Locke Priso est le père de mon père. C'est Locke Priso qui a mis mon père au monde, Ndumba Koum. Bon. Et comme on m'a envoyé en Allemagne, j'avais 15 ans. C'est quand je suis rentré qu'on m'a appelé pour dire que bon, tu étais loin, maintenant tu es revenu, voici ton trône. Et ça a commencé en 1981. Et en 92, quand il fallait donc que je monte officiellement, publiquement sur le trône, comme la loi, il y a une loi au Cameroun qui dit que le préfet doit venir superviser ces choses. La famille m'amène en grande pompe, etc. Et le préfet dit que lui, il est venu faire les élections. La famille lui dit, mais on t'a envoyé... Superviser simplement. On t'a envoyé tout ce qu'on a déposé chez le notaire. Chez le notaire, il dit qu'il n'a pas reçu. On lui donne encore une autre version. une autre copie de ce qu'on a déposé chez le notaire. La famille dit que nous, on a fini notre travail depuis. Il dit que non, lui, il ne peut pas. Ça a duré plus de 10 heures. Bon. Et en réalité, à l'époque, c'est M. Koungou Ferdinand qui était le gouverneur du littoral. Il dit clairement, et je suis allé avec le prince René Bell. Le prince René Bell vient me chercher, il dit, mais viens, prince, on va voir Koungou, parce que je suis fatigué de cette histoire. On vient donc chez Koungou. Koungou dit que, mais Kouma Doumbé n'est pas sous la même couverture que nous. Donc, on ne peut pas lui donner le trône des Bel. Qu'est-ce qu'il appelle par couverture? Couverture, ça veut dire qu'il faut que politiquement, je sois avec eux dans le parti politique. Dans le RDPC, etc. Ah, voilà. Moi, je lui ai dit que ce qu'on m'a appris depuis l'enfance, c'est que le jour où tu montes sur le trône, ta porte est ouverte à tout le monde. C'est-à-dire que même si il y a quelqu'un c'est-à-dire un des tiens qui a tué quelqu'un, tu le reçois, tu l'entends. Même si c'est une femme qui est une putain, elle vient chez toi, tu ouvres ta porte. Je lui dis que c'est comme ça que moi, on m'a initié. Maintenant, vous me demandez que, à partir du moment où vous avez fait maintenant le multipartisme, parce qu'il n'y avait pas le multipartisme avant. À partir du moment où vous avez fait le multipartisme, je suis obligé d'ouvrir ma porte à tout le monde. Qu'on vous dit non, nous on ne veut pas un chef comme ça. On veut un chef, si nous, du RDPC, on vient, tu nous reçois, tu nous amènes sous le baobab. Si les autres viennent, tu les chasses. What? Devant le prince René Bell. J'ai dit, pardon, c'est pas ce que moi j'aime. Moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça parce que j'ai été initié pour être un rassembleur et quelqu'un qui est une courroie de transmission, qui dit à la population ce que le gouvernement veut et qui dit au gouvernement ce que la population attend. C'est comme ça que j'ai été initié. Et ce que vous devez, vous les jeunes d'aujourd'hui, vous devez savoir, c'est que c'est nous qui avons quand même créé le RDPC. Et tous les documents sont dans ce livre. J'étais au secrétariat à Bamenda. J'étais au secrétariat du congrès de Bamenda. On appelait ça le congrès du renouveau. Bon, mais à partir du moment où il y a eu le multipartisme, je n'ai plus le droit. Or, vous voyez bien que tous ces chefs-là, ils sont dans le RDPC. Ce n'est pas ce que les pères et les mères veulent. Il faut que tu sois de la lignée pour que, en tout cas, en tant que Douala ou Sawa, si tu n'es pas de la lignée, les autres ne vont pas te reconnaître. Tu as beau faire tous les rituels, c'est des faux rituels.
Ces rituels-là ne vont pas aboutir. Et j'ai dit à Kungu, à l'époque, ok, faites ce que vous voulez, parce que Kungu dit, mais toi tu as quoi? Nous, c'est nous qui avons la signature, c'est nous qui avons l'armée, c'est nous qui avons les médias, toi tu as quoi? Tu n'as rien. J'ai dit, moi j'ai le trône, et vous n'y avez pas accès. Vous voyez? Donc, et je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Vous avez parlé de bicéphalisme. Moi, je reçois tout le monde, jusqu'aujourd'hui. Les ambassadeurs viennent de Yaoundé, les ministres même du Cameroun viennent. Dernièrement, au mois de décembre, le gouvernement allemand a envoyé toute une délégation. Je les ai reçus. Je fais ce qui vient à mon niveau. Samedi, je vais recevoir la délégation de la mairie de Berlin. Donc, je ne demande pas, je reçois. Serge Blé Goudé. Oui, Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé. Il est venu cette semaine. Est-ce que je l'avais appelé? C'est eux qui viennent de partout pour venir me voir. Donc, je fais mon travail. Je fais mon travail et j'attends le tanguay de mon grand-père. Comme je vous dis, vous vous rendez compte, ce matin encore, le grand journal de Berlin, Tagesspiegel, publie cette photo avec ce commentaire. Vous avez aussi, vous, votre propre tanguay, parce que dans votre ouvrage, on voit que votre tanguay intéresse aussi beaucoup de personnes. Et pourquoi vous revendiquez le tanguay de Locpriso alors que vous avez déjà un tanguay, vous? Non, c'est parce que j'ai commencé à réclamer le tanguay de mon grand-père en 1998. Ouais, ça peut faire plus de 20 ans. Et les Allemands disaient d'abord c'est un cadeau. Ok, quand ils ont dit c'est un cadeau, officiellement, je suis allé dans la recherche. Et c'est là où j'ai trouvé que le consul allemand Max Buchner, qui était ici, qui a pris le tanguay lui-même, dans le livre qu'il a publié en 1914, lui-même dit que voici le tanguay de... C'est-à-dire, il raconte comment ils ont bombardé le palais de Locpriso. Et il dit, voilà comment ce tanguay-là, je l'ai pris. Donc, j'ai balayé cette histoire de tanguay. Ils ont apporté beaucoup d'autres arguments. J'ai balayé tous ces arguments-là. Donc, attendez, la précision de ce que vous vouliez. C'est que vous avez revendiqué le tanguay. Pourquoi est-ce que j'ai... Bon, alors, ça dure plus de 20 ans. Un jour, j'étais fatigué. J'ai dit, OK, j'ai dit aux Allemands, vous voulez ou vous ne voulez pas, le tanguay de Locpriso, vous allez le rendre. Et pour dire que nous ne sommes pas... ça dit que l'énergie qu'ils ont enfermée là-bas, j'ai appelé un certain nombre de rois et de chefs du Cameroun. On a fait un grand rituel pour enlever l'énergie bloquée en Allemagne, là, pour le transformer dans un nouveau tanguay que j'ai donc fait bâtir par M. Viking, de regretter mémoire. Et ce tanguay est à Bonabéry. Il est dans la Fondation Afrique à venir. Et il attire beaucoup de monde. Même les ambassadeurs allemands se font photographier devant ce tanguay-là. Les ambassadeurs allemands au Cameroun. Ils se font photographier. Donc, c'est mon tanguay, mais qui est complètement identique au tanguay de mon grand-père, Kouma Mbappé. Merci Prince pour ces détails. Nous repartons du côté de la baie vitrée pour une légère pause musicale avant de reprendre dans une poignée de minutes. Mesdames et messieurs, vous suivez votre émission Univers des livres. Je vous rappelle que nous sommes avec le professeur Commando B3. Nous parlons de son ouvrage qui vient de paraître aux éditions Afrique à venir en 2024, intitulé « Restituer à l'Afrique ses objets de pouvoir, de culte et d'art, reconstruisons notre mémoire collective africaine ». Alors, professeur, nous revenons à vous. En ce qui concerne la restitution des... S'il vous plaît, je viens d'entendre ce qu'ils ont chanté là. Oui. Dans ce livre que vous tenez entre vos mains, à la page 197. Page 197. Il y a hommage à Rudolf Douala Bangabel,
commémoration des 120 ans de signature du traité du 12 juillet 1884 et des 90 ans de la pendaison du roi Rudolf Douala Mangabel et de Ngosodine. Ça, c'était le 8 août 2004, c'est-à-dire il y a 20 ans. On trouve donc ce texte, cet hommage-là, dans le livre que vous tenez entre vos mains. Mais je me suis rappelé aussi que la pièce de théâtre que je vous ai présentée tout à l'heure, là, que j'ai écrite en 1970, c'est-à-dire il y a 54 ans. À la première page, c'est la dédicace. Kumamba Pabel Lok Priso, Douala Mangabel, Ngosodine Gewidmet. C'est-à-dire dédié à Kumamba Pabel, Douala Manga et Ngosodine. C'est pour répondre à la chanson que je viens d'entendre là. Et que nos populations sachent qu'il est très important de savoir où sont tes racines et où est-ce qu'on te trompe. Et là, je lance vraiment un appel solennel à notre gouvernement. Respectez la tradition. Ne la défigurez pas. Ne la déformez pas. Parce que nous avons des combats majeurs au niveau mondial à mener. Alors, je vous rappelle le rôle que la communauté traditionnelle, vous-même, avez joué dans la succession du prince Alexandre. Parlez-nous un peu de ce moment de l'histoire pour nous permettre de comprendre davantage. Non, ce n'est pas le prince Alexandre. Le prince Alexandre est décédé depuis. Mais c'est le prince René Bell. René Douala Mangabel. Bon, le prince René ne pouvait pas passer 2-3 semaines sans venir à la maison. Parce qu'on se comprenait bien, on s'entendait très bien. Et je sais ce qui se passait dans sa maison. Et il me confiait un certain nombre de choses. Donc, quand il est décédé, je savais très bien ce qu'il m'avait laissé et quelle était ma responsabilité. Alors, chez nous, dans la tradition, vous attendez 9 jours. Vous attendez 9 jours. J'ai donc attendu les 9 jours. Et après les 9 jours, j'ai appelé les 2 fils de René à la maison. Nous nous sommes entendus compte tenu des documents qu'il m'avait laissés et de la volonté des 2 fils. Et après, donc, j'ai fait ce qu'on appelle une déclaration solennelle pour dire que c'est Jean-Yves Ebombu qui était le successeur légitime au trône du prince René Bell. Parce qu'il y avait déjà trop de désordre. Vous savez, il y a toujours les disputes. Quand le roi meurt, qui va accéder au trône, de succession. Et vous trouverez cette déclaration solennelle dans ce livre. Bon, mais les gens ne comprenaient pas quel est ce type-là à Bonabéry qui va se mêler des choses du canton Bell. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que ce sont les enfants de Bonabéry qui règnent à Bonanjo. C'est-à-dire que ce sont les descendants de Beba Belle, bébé. C'est-à-dire Bonabéry, c'est Bonabelle. Ce Belle-là qui est devenu Bedi ou Berry. Donc, Belle, donc mon arrière-grand-père, eux tous, ils habitaient le plateau Jos. Mais comme il y avait des disputes, vous savez, dans la chefferie, et surtout que Belle ne s'entendait pas avec Priso. Vous avez aussi Bonapriso aujourd'hui. Donc l'ancêtre Priso et Belle ne s'entendaient pas. Et leur papa, Douala Makongol, a donc dit à Belle, moi je ne veux pas que le sang coule chez moi ici. Toi, éloigne-toi. Parce que sinon, toi et ton frère, là, ça va finir mal. C'est comme ça que Belle a traversé le fleuve et parti donc dans ce que vous appelez aujourd'hui Bonabéry, Bonabelle. Bon, et Belle a fait donc son royaume là-bas. Et quand son père lui a donc dit, bon, je suis fatigué maintenant parce que c'est comme ça la succession chez nous. Du vivant de ton père. Le père dit, maintenant je suis fatigué, viens t'asseoir sur le trône.
Et c'est là que Douala Makongo, donc du plateau Jos, envoie donc le message à son fils Bel, et que c'est toi que j'ai choisi, viens t'installer sur le trône. Bon, Bel lui-même avait déjà un royaume assez important. Et de l'autre côté du fleuve. De l'autre côté du fleuve, son influence allait jusqu'à Kumba. Donc, il a réuni ses fils. D'abord, il a demandé à son fils aîné. Son fils aîné lui a dit, papa, toi, tu ne veux pas que Priso te tue. C'est maintenant moi que tu veux envoyer là-bas. Alors, il a réuni tous ses fils autour du baobab. Et c'est Bébé qui a dit que papa, envoie-moi. Béba Bedi. Et c'est Bébé, la descendance de Bébé qui règne jusqu'aujourd'hui là-bas. Donc, c'est notre famille. Il fallait donc, comme je suis l'aîné des aînés, que le prince René m'avait confié quand même beaucoup de choses par écrit. C'est comme ça donc que j'ai pu faire cette déclaration sur l'Adel. Mais les gens qui ne savent pas ne comprenaient pas comment quelqu'un qui est à Bonabéry fait une déclaration sur l'Adel. J'ai publié cette déclaration dans ce livre. D'accord. Revenons en ce qui concerne la restitution du Tanguay. Nous avons vu dernièrement la France dans un processus de restitution des œuvres d'art africains volées se trouvant dans les musées européens. D'ailleurs, au moins 26 œuvres d'art ont été remises au royaume d'Abomey, aujourd'hui le Bénin. En ce qui concerne le Cameroun, ça fait exactement 26 ans aussi que vous êtes dans cette mouvance de revendication du Tanguay de Locke Priso. Qu'est-ce qui empêche réellement à la République fédérale d'Allemagne de restituer cet objet qui constitue l'âme ou la spiritualité de votre peuple? Bon, d'abord en France, nous avons aussi les choses en France. Hein. Il y en a 16 000 en France, les objets camerounais. Bon, mais maintenant, qu'est-ce qui empêche l'Allemagne? Moi, j'ai fait une conférence en Allemagne il y a 1 mois et demi et j'ai été invité, j'ai eu une invitation officielle du ministère des Affaires étrangères. Et j'ai été reçu par le patron, M. Russell, de toute la politique extérieure de l'Allemagne en matière de culture. Et j'ai été reçu, il était avec le patron de la restitution aux affaires étrangères. Bon. Ils m'ont dit qu'eux, ils sont prêts à rendre. Mais que le problème, maintenant, ils doivent discuter maintenant avec la fameuse commission que le Cameroun vient de mettre en place il y a 1 an et demi à peu près. Et que c'est cette commission, et que le problème, c'est que cette commission dit que le Tanguay doit revenir au chef supérieur actuel qui n'est pas de la lignée de Locke Priso. Or, eux, ils connaissent, puisqu'ils connaissent le problème depuis les Allemands, depuis le début. Ouais. Et puisque même Max Buchner, le consul qui a pris ce Tanguay, quand il sort du palais de Locke Priso, il dit, et il écrit ça dans son ouvrage, voici le Tanguay de Koumambapé qui va aller à Munich. Il n'a jamais dit que voici le Tanguay de la communauté. Et je vous ai montré le Tagesspiegel, le journal de ce matin, de ce 12 avril 2024, qui dit voici le Tanguay de Koumambapé, qui illustre tout l'article de Bénédicte Savoie. Donc le problème maintenant, vous voyez, c'est nous-mêmes qui bloquons. Mais ce problème ne va pas seulement se passer pour Douala ou pour Bonabéry. Hein. Avec une attitude comme ça, politique comme ça, vous verrez ce problème un peu partout au Cameroun. Et ça, c'est des conflits majeurs. Et c'est pour ça que, encore une fois, j'interpelle le gouvernement de mon pays de ne pas trop mettre leur politique là-dedans. En 1884, l'État du Cameroun n'existait pas. Il faut donc voir comment étaient les choses. Parce que le colon, qu'est-ce que le colon faisait? Quand vous ne plaisiez pas au colon, il vous enlevait. Oui. Et bon, si vous avez la chance, comme j'ai vu dans mes études au Rwanda, on peut mettre votre fils. On vous envoie en exil et on met votre fils. Ou alors, on enlève la lignée et on donne la lignée à quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est pour des conflits. Attention, nous ne sommes pas des Européens. Nous sommes des Africains. Si tu n'es pas reconnu par tes pères et tes mères, tout ce que tu fais là, c'est du vent. Tu n'as pas de la bénédiction. Tu ne l'auras jamais.
D'accord. Alors, on voit aussi les arguments que l'Allemagne avance pour vous refuser cet objet, en disant que, en remettant en cause d'ailleurs votre légitimité d'héritier du trône. Pouvez-nous dire... mais oui, mais c'est de ça qu'il s'agit. Puisque il y a un chef supérieur qui est là, qui n'est pas de la lignée de Locke Priso. Donc c'est ça qui est officiel. Et ils veulent donc... en réalité, ils sont dans une contradiction. Moi, je leur ai dit, pardon, venez au Cameroun pour voir si je suis légitime ou pas. Et c'est pour ça qu'ils ont envoyé, c'est dans ce livre aussi, la délégation du gouvernement allemand qui est venue officiellement. Et ce que je ne comprends pas, c'est que le ministère de... Vous voyez ça ici, c'est à la page 246. La délégation allemande qui est venue ici, accompagnée de l'ambassadrice de la République d'Allemagne. Ils sont venus chez moi. Ce n'est pas moi qui les ai appelés. Ils sont venus pour se rassurer. Et c'est après ça maintenant que nous avons eu... Ils m'ont invité il y a 1 mois et demi pour qu'on parle. Pourquoi ils viennent? Ils viennent avec leur grand patron, M. Russell, le grand patron de la politique culturelle à l'extérieur de l'Allemagne, avec leur ambassadeur. Pourquoi ils viennent? C'était pour ça qu'ils sont venus. D'accord. Et c'est documenté. D'accord. Alors, Prince, comment faire pour se procurer de vos ouvrages d'ailleurs, les 80 ou peut-être quelques ouvrages que vous avez publiés rapidement, quelques... Oui, s'il vous plaît. Il y a ce livre qui vient de sortir aussi. Tu ne diras plus que tu ne savais pas. Leçons africaines pour la marche d'une nouvelle humanité. J'espère qu'il faut que ce soit dans les foyers. Et ce livre, l'Afrique s'annonce au rendez-vous, la tête haute. Ces 3 livres avec celui de Restituer, s'il vous plaît, que ce soit dans les ménages. Alors, d'abord, nous avons une librairie à Bonabéry qui s'appelle Le Génie africain au sein de la Fondation Afrique à venir. Mais toutes les librairies de la ville de Douala, Yaoundé, vous trouvez aussi les librairies à Bafoussa, Mangaoundéry, etc., où ces livres-là sont diffusés. Mais nos livres sont aussi diffusés à l'extérieur. Il faudrait peut-être que les gens aillent sur notre site internet pour voir toutes les librairies dans le monde qui diffusent nos livres. Le site internet, c'est Afrique à venir avec c-international.org. Et là, ils verront la liste des librairies. Mais on peut aussi acheter les livres les livres numériques. D'accord. Oui. Ok. Un dernier mot pour nos auditeurs qui nous suivent en ce qui concerne votre ouvrage. Vraiment, j'ai fait de mon mieux avec, disons, mes connaissances d'histoire et de sciences politiques et culturelles pour que dans nos foyers, il y ait ce livre-là. Parce que c'est maintenant que les choses vont se déclencher au Cameroun et en Afrique. Donc, il faut que les gens aient quand même un exemple sur cette question-là pour ne pas être trompés. Et j'invite aussi tous ces gens qui sont dans les réseaux sociaux de se procurer le livre, parce que dans les réseaux sociaux, chacun se lève un matin sans aucune connaissance, il affirme ceci, il gronde, etc. S'il vous plaît. En tout cas, j'ai fait ma part. Et ce livre Restitué, il s'agit de cette Afrique qui est en train d'arriver. Et il faut que la jeunesse... Mais vous savez que j'ai créé même une école doctorale. Nous avons une école doctorale à Bonabéry, à la Fondation Afrique à venir. Nous avons déjà sorti les premiers docteurs. Et je me rappelle que le ministre à Yaoundé a dit que mais, ce que Afrique à venir fait est atypique. Que c'est une école atypique, parce que tu ne peux pas faire le doctorat à Afrique à venir si tu n'as pas d'abord vu quel est l'héritage scientifique africain dans ta discipline. D'accord, professeur. Nous terminons notre émission. Nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui remercie Radio Veritas et je viens toujours volontiers, comme le jour où le cardinal Toumi et Monseigneur Clé m'avait aussi invité pour dire comment est-ce que l'Église catholique est arrivée au Cameroun.
D'accord, mesdames, messieurs, nous arrivons ainsi au thème de notre tranche d'antenne consacrée à la littérature. Je vous rappelle que nous étions avec le professeur Koumandoumbe III, professeur émérite des universités, écrivain promoteur des éditions Afrique à venir et fervent défenseur de l'identité culturelle et humaine du peuple africain. Merci à tous ceux qui nous ont aidés dans la réalisation et la mise en onde de cette émission. À sa présentation, je suis Arnaud Bamongam. À très bientôt et passez un très bon week-end. Merci beaucoup aussi. Merci infiniment. Vous accompagne 24 heures sur 24. Radio Veritas 96.9. Vous accompagne 24 heures sur 24. La vérité vous libère. 96.9. Vous accompagne 24 heures sur 24.